Tu n'as pas demandé la permission. Pas quand tu as commencé à publier sur LinkedIn, pas quand tu as choisi d'expliquer le SEO avec tes propres mots, pas quand tu as lancé ta boîte, ni quand tu as formé des milliers de personnes à un sujet que d'autres gardent jalousement. Amandine, tu fais partie de celles et ceux qui avancent sans attendre qu'on leur dise oui. Tu crées, tu testes, tu ajustes. Tu ne restes jamais figé. Tu es en mouvement perpétuel, toujours à la recherche de ce qui marche, de ce qui change, de ce qui peut être fait autrement, mieux, plus grand. Une loutre à lunettes, qui ressemble d'ailleurs beaucoup aux miennes. Une pilule colorée, tu as créé SEO sans migraine, un concept qui a changé la donne et qui t'a permis de conquérir le cœur et l'esprit de plus de 140 000 personnes à travers tes réseaux et ta newsletter. Tu es devenue une référence dans ton domaine. Tu as mis en place des stratégies SEO qui ont transformé la visibilité de marque et généré des résultats concrets à grande échelle. Tu as prouvé qu'avec une bonne méthode de travail, on peut exploser sur Internet sans tricher. Tu as démocratisé le SEO, tu l'as rendu accessible, tu l'as transformé en un levier puissant pour celles et ceux qui veulent exister en ligne. Mais surtout, tu n'as jamais cessé d'apprendre, d'expérimenter, de t'adapter, parce que rien n'est figé. Parce que ce qui marche aujourd'hui ne marchera peut-être plus demain. Parce que créer, c'est avancer, même sans savoir exactement où ça nous mène. Et pourtant, il y a ces messages qui viennent sous tes posts pour t'expliquer ton propre métier, ces corrections inutiles, c'est tu devrais, c'est en fait ce n'est pas vraiment comme ça. Ces critiques, ces vagues de haine, ces tentatives de te faire taire. Mais tu es toujours là. Parce que tu sais pourquoi tu le fais. Parce que tu refuses que la peur dicte tes choix. Parce que tu sais que tu n'as pas à demander la permission pour exister. Aujourd'hui, on parle de ça. De liberté, de créer, de résilience, de comment prendre sa place et ne plus jamais la lâcher. Salut Amandine Barthes et bienvenue dans la légende personnelle. Eh ben dis donc, je crois que c'est la plus belle intro qu'on me faite. Et pourtant, j'en ai fait des podcasts, mais... Eh ben écoute, merci. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation, Amandine. Je suis vraiment hyper heureuse de te recevoir aujourd'hui. Pour commencer, j'ai 3 questions à te poser pour en savoir un petit peu plus sur toi et faire un peu différemment peut-être de ce qu'on a l'habitude de te poser comme question pour te présenter. Si tu étais un personnage de fiction, tu serais qui ? Oh waouh, incroyable. Oh, c'est une super bonne question. En vrai, si j'étais un personnage de fiction, je pense que je serais Vaiana. Pourquoi ? Alors, est-ce que tu vois cette forme d'innocence, mais en même temps de confiance aveugle en la vie et au fait que tout va bien se passer, qu'importe les épreuves ? Ouais. Bah, c'est un peu ça. Et aussi parce que j'aime terriblement l'eau, la plage. Ça a toujours été... C'est aussi pour ça que les gens souvent me disent « Mais t'es une vraie loutre aussi dans la vie ?» Je dis « Ah bah j'incarne ma mascotte hein. !» Mais surtout pour cet aspect vraiment... ça fait un peu cliché, un peu bisounours, mais bon, ça fait aussi partie de moi d'être un bisounours. Donc vraiment où t'as confiance profondément en ce qui va se passer, même s'il y a des moments pas faciles. Et ça, c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi ou qui t'a développé au fur et à mesure ? Toujours. C'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est vraiment... Après, je pense que c'est beaucoup lié aussi à mon éducation, mes parents et la confiance, tu vois, qu'ils ont aussi en la vie. Ma mère, elle a eu un cancer. Quand elle a eu son cancer, elle a jamais eu peur. Je leur dis non, mais ça va passer. Et elle a jamais montré, ne serait-ce qu'une seconde de peur. Elle a toujours été non, mais ça va aller, je sais que ça va bien se passer. Et en fait, quand tu pars aussi avec ces bases, tu te dis, bah en fait, oui, tout peut que bien se passer, même s'il y a des épreuves qui sont dures sur le chemin, quoi. Ouais. On avance. On avance. Ça pourrait être une phrase Pinterest, c'est terrible. Si ta vie était une chanson, ce serait laquelle ? Ça dépend des périodes, je trouve. Ouais. Parce qu'en fonction des périodes de vie, tu as des chansons qui vont plus ou moins te parler. Mais il y en a une qui me plaît particulièrement en ce moment, tu vois, c'est de Dua Lipa. C'est Training Season is Over. Tu vois, genre vraiment, en gros, la période d'essai est terminée. Et un peu, c'est vraiment... Là, en tout cas, ça me parle énormément en ce moment par rapport à ce que je fais dans la vie, le moment où je suis arrivée, tu vois, le carrefour où j'ai dû prendre certaines décisions, de me dire, ok, bah, c'était cool jusqu'à maintenant l'entraînement, c'est cool tout ce qui s'est passé, mais on commence à vivre maintenant. On va en reparler. Et alors, justement, très bonne transition, si la création de ta marque personnelle était une scène culte de cinéma. Est-ce que tu vois dans Vice Versa
le moment où ils prennent plein de boules d'émotions et ils les mettent toutes ensemble et ils se disent bon, on sait pas trop ce que ça va donner. Bah moi c'est un peu ça. Vraiment c'est un peu ça. J'adore cette image. Et justement, alors, on va commencer à parler de ça, cette création de marque perso et de l'hypersensibilité. Donc, tu vois, la transition est parfaite. J'ai même pas fait exprès. J'avais même pas pensé à vice-versa. Donc, j'en ai parlé en intro. Toi, tu as aujourd'hui plus de 140 000 personnes qui te suivent. Alors, j'ai cumulé, et je suis peut-être pas à jour, hein, j'ai fait le calcul. Hier, nous sommes le 21 mars, jour du printemps. En plus, je trouve ça vraiment très cool de te recevoir le jour du printemps, nouvelle saison. Donc, tu as énormément de personnes qui te suivent sur tous tes canaux. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est par quoi ça a commencé. Ouais, comment on en est arrivé là à parler de SEO et d'avoir 140 000 personnes qui lisent du SEO tous les jours tu sais, ce moment où tu te dis tiens, j'y vais. Ah ouais, ce moment-là. Ouais. Je sais pas s'il y a eu un moment vraiment je me suis dit tiens, j'y vais, puisque ce qui fait que j'en suis arrivée là, c'est beaucoup de discipline et de consistance, tu vois, vraiment de répéter et de régularité. Mais en fait, à la base, moi, j'ai commencé à publier sur LinkedIn, je pense que ça fait 5 ans maintenant, juste pour essayer. Okay. Un peu comme ce que j'avais fait. En fait, j'ai toujours eu beaucoup de fonctionnement dans la vie. J'étais en mode, je connais pas. Il y a des gens qui disent que c'est bien ou que c'est pas bien. J'ai envie de me faire mon propre avis. Et surtout, j'ai envie d'essayer pour voir si ça me plaît. Et à l'époque, dans la boîte dans laquelle je bossais, donc chez Wallaxy, on m'avait recruté pour faire le référencement d'un outil de prospection LinkedIn. Sauf que moi, à l'époque, je pensais que LinkedIn, c'était pour trouver un job. Donc, il fallait que je me mette dans la peau du job. Sinon, j'allais pas comprendre l'outil, ni j'allais pas bien pouvoir faire ce qu'on attendait de moi. Donc, je me suis dit, attends, s'il y a des gens qui font de la prospection sur LinkedIn, c'est que j'ai pas dû bien comprendre le réseau ou tout ce qu'on peut en faire. Donc, je me suis dit, le meilleur moyen pour moi de comprendre ce que c'est de commencer à publier dessus et d'essayer de me l'approprier. Et en fait, mais j'ai adoré. C'est la première fois que j'osais prendre la parole, parce que dans la vie, je suis plutôt très introvertie. Et surtout à cette période de vie-là où j'étais pas du tout construite, j'avais pas confiance en moi, j'étais plutôt le genre de personne à raser les murs, tu vois, quand tu rentres dans une pièce. C'est-à-dire, on ne me voit pas. Je suis transparente. Je ne suis pas là. Et là, en fait, je me suis dit, peut-être que pour la première fois de ma vie, je peux essayer de voir ce que ça fait de me mettre un peu sur la scène, toujours dans beaucoup de confort, puisque je suis derrière un écran. Ah oui. Donc si je ferme, ça n'existe plus. Mais c'était aussi une façon pour moi de me challenger sur des choses que je voulais changer, notamment sur notamment sur le fait que je suis très introvertie. Et j'avais aussi envie que cette part de moi, elle prenne un tout petit peu moins de place. Donc c'est pour ça aussi que j'ai commencé à prendre la parole sur LinkedIn. J'ai commencé à parler de référencement parce que c'était la chose qui me passionnait le plus. C'était vraiment la première fois que j'ai eu un sujet dans la vie qui m'a passionnée. Jusqu'à maintenant, je me faisais chier. Pourtant, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai fait du commerce, j'ai fait de la banque, j'ai fait de la finance, j'ai fait de l'assurance. J'ai testé beaucoup de choses pour voir si ça me plaisait. Jusqu'au jour où, en fait, j'ai fait mon propre site. Et en faisant mon propre site, je me suis dit, ok, c'est cool, j'ai un site internet, mais quand je tape des mots, il sort pas. Donc, c'est que j'ai dû louper quelque chose. Il était sur quoi, ce site ? WordPress. Et pardon, le sujet du site. Le sujet du site, super drôle. C'était sur mon petit business de lavage de voiture pour me faire de l'argent pour partir en vacances l'été. T'avais quel âge ? Que j'avais fait avec un pote. On devait avoir 18. Ah ouais ? Ouais, 18. En fait, on voulait se faire un peu d'argent pour partir en vacances. Et lui, il adorait les voitures. Moi, j'étais maniaque. On s'est dit, vas-y, ça marche. Il y a forcément, on a trouvé un point commun. Ouais. Et il s'est dit, ouais, on fait des flyers et tout. Je dis, oh là là, on va pas faire des flyers et tout, trop chiant. En plus, on n'avait pas du tout d'argent pour faire des flyers. Et je lui ai dit, viens, plutôt, laisse-moi essayer de faire un site. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mon premier site internet. Il n'existe plus pour des raisons évidentes. Il était dégueulasse. Mais au moins, ça m'a permis, tu vois, de mettre les mains dedans et d'arriver très vite au constat que, ok, j'ai un site, c'est cool, mais il sort pas sur des mots-clés. Et donc, en creusant, je suis tombée sur cette fameuse notion de référencement, donc de SEO. Et c'est la première fois de ma vie où vraiment, il y a un sujet qui m'a pris aux tripes et qui m'a intéressée. J'ai dit, mais attends, c'est génial. Ça veut dire que là, je peux avoir le pouvoir sur ma visibilité. Et je peux le faire sur tous les aspects de ma vie. Et donc, j'ai commencé sur les sites de mes proches au début, tu vois, l'élevage de chats de ma sœur qui avait besoin d'un peu plus de visibilité. Après, j'ai essayé à l'époque, ma mère, elle faisait du tricot et elle vendait des petits doudous en tricot. J'étais en mode, vas-y, je te fais ton site et tout. Et j'ai commencé comme ça. Et jusqu'à poncer, en fait, vraiment l'algo de Google sur des vidéos YouTube. Mais j'ai fait des nuits blanches, parce que c'était la première fois de ma vie où il y avait quelque chose qui m'intéressait. Et donc, j'ai commencé à prendre la parole sur LinkedIn pour juste raconter, en fait, ce que je trouvais,
comment moi j'avais réussi à référencer un petit site tout pourri et montrer que c'était aussi un peu accessible, parce que quand j'ai commencé notamment à me former au référencement, j'ai très vite été confrontée au fait que les informations, elles étaient gardées. Tu vois, c'était le petit secret, c'était mystique, tu vois, tu te disais, et non, tu ne connaîtras pas cette technique, il faut être un expert de plus de 40 ans, ou tu peux payer ma formation à 15 000 €. Et tu vois, et le problème, c'est que j'étais en mode, il n'y a personne qui explique comment on peut... Enfin, faites quelque chose. Et vu qu'il n'y avait pas, je me suis dit, je vais commencer à créer le contenu que moi j'aurais aimé quand j'ai appris à faire mon premier site, quoi. Ça commence souvent comme ça, en fait, quand on commence à créer du contenu. Et finalement, c'est assez aussi, j'ai envie de dire, facile ou confortable, dans le sens où on sait le faire. Après, le truc, c'est que souvent, on se dit, enfin, moi, on me dit souvent, mais attends, c'est tellement facile pour moi, pourquoi est-ce que ça intéresserait les autres? T'as pas été confronté à ça, à te dire, enfin, en l'occurrence, toi, il y avait un secret qui était gardé, donc il y avait vraiment des choses à raconter. Mais sur des choses qui peuvent paraître simples, est-ce que tu te disais pas, ah bah ça c'est trop simple? On tombe souvent dans cet écueil-là, en fait. Ouais, je vois. En fait, c'est vrai que j'ai été j'ai vite réalisé que pour moi, c'était simple et que je le lisais hyper facilement. Et c'est d'ailleurs les premiers commentaires que j'ai reçus, où les gens me disaient, mais Amandine, c'est la première fois que je comprends ce que ça veut dire le SEO, pourtant j'ai essayé depuis des années et on a essayé de me l'expliquer de plein de façons, mais toi ça marche. Et donc je me suis dit, peut-être que la façon dont moi je l'aborde, je tiens quelque chose. Ou du moins je suis peut-être une bonne vulgarisatrice. Et je me suis dit, ok, je connaissais pas cet aspect de moi. Tu vois. Je me suis dit, ok, très cool. Moi ça me va de simplifier. Ça marchait aussi énormément avec mes valeurs. Tu vois, j'ai toujours été très proche des gens. J'ai toujours détesté les mots compliqués. J'ai toujours détesté mettre beaucoup d'ego ou d'hiérarchie entre les gens. Je préfère vraiment des relations sincères. Et donc je me suis dit, il y a quoi de mieux de sincère et de faire une preuve d'amour un peu globale que de se dire, moi ça c'est simple et je vous le partage. Si ça peut vous aider, tant mieux. Et ça a toujours été ma motivation en fait. Ma motivation première, avant même de me dire, ouais, je vais faire un business. Je ne savais même pas que j'avais fait un business ou une marque. Moi j'étais là dans ma chambre en train de publier sur LinkedIn. J'allais à mon petit CDI et j'étais très contente, tu vois. Mais je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je te disais? Attends, ma phrase, elle est partie. Oh, elle est partie. C'est la première fois que ça m'arrive. T'es partie loin. Elle est partie. Écoute, on va reprendre juste où j'étais avant. Je te dis donc oui. En fait, ce qui paraît simple, qui paraît simple pour moi, l'est peut-être pas pour quelqu'un. Et j'ai trouvé ça cool de le partager parce que je pense que toute ma vie, j'avais été confrontée à des gens qui parlaient avec des mots très compliqués. Je me suis dit, moi, j'ai pas envie d'être cette personne. Et donc, le changement, ça commence par soi. Donc, vas-y, je vais commencer par publier du contenu que moi, j'aurais voulu. Et en fait, ça a pris. Et c'est comme ça que les gens, en fait, ont commencé à m'appeler à la base le Doliprane du SEO. Ah, merci, tu m'enlèves ma migraine. Ah, t'es un vrai Doliprane, etc. Donc, j'ai juste repris, en fait, ce qu'on me disait. Je me suis dit, en fait, c'est vous qui avez trouvé mon nom. Hein. C'est pas moi. C'est comme Nina Ramen avec Ramène ta fraise. C'est sa communauté qui lui a trouvé son nom. Et alors, tu disais que toi, t'es quelqu'un, t'étais, ou peut-être que, en général, on continue à l'être, mais on évolue très introverti. Du coup, ça, et ces retours, et cette prise de parole, ça t'a permis aussi de sortir un peu de cette introversion et de te sentir légitime assez rapidement? Alors, assez rapidement, non. Parce qu'on a toujours ce fameux syndrome de l'imposteur. Surtout que, en vrai, j'avais pas beaucoup d'expérience dans le référencement. Donc, il y avait deux trucs. J'étais jeune, pas beaucoup d'expérience, introvertie. Mais par contre, ça m'a vraiment aidée en fait, à me construire à un moment donné. Je me suis dit, en fait, les gens, les retours qu'ils me font, ça me donnait la motivation de continuer. Cette motivation me poussait à aller plus loin. Et du coup, ça me poussait à sortir ma zone de confort et donc à travailler sur les choses que peut-être j'avais envie de changer à cette époque-là. Je suis toujours introvertie, hein. Ça change pas. Je pense que ça part pas. C'est pas quelque chose... Et puis, c'est pas quelque chose que j'ai envie non plus qu'il parte. Mais j'avais juste besoin que ça prenne un peu moins de place dans ma vie pour pouvoir me permettre d'exprimer tous les côtés de ma personnalité. Tu vois. Et c'est dur, des fois. Parce que quand tu as été planqué dans le fait que tu es introverti toute ta vie, c'est dur de commencer à dire « Attends, je suis introvertie, mais je peux prendre la parole. » Oui, et souvent, les introvertis, d'ailleurs, sont les meilleurs observateurs. Et donc, ça te permet d'être plus, pointu aussi dans ce que tu délivres. Et il y a autre chose aussi que tu as dit qui est intéressant, c'est ton rapport à l'authenticité. Quand on se lance dans la création de sa marque personnelle, on a souvent tendance à se dire
Ok, alors la bonne façon de faire, c'est un tel cartonne, tiens, je vais faire pareil. Ou alors, on me demande, moi, dans ma case, en tant que collaborateur, d'être comme ça, donc est-ce que je reste là-dedans? Tu vois, l'authenticité et montrer qui l'on est vraiment, quel rôle ça joue dans sa construction. Bah, en fait, pour moi, ça n'a jamais été vraiment une question. Je me suis jamais dit... En fait, j'ai jamais voulu que ça marche. Donc, à partir du moment où j'ai pas voulu que ça marche, C'est marrant, ça. Ouais, en fait, je faisais pas ça pour ça. Tu le faisais pour toi? Je le faisais pour moi, juste parce que ça me permettait de prendre la parole, et puis ça me permettait de me connecter avec des gens que j'aurais jamais peut-être pu me connecter, surtout en étant introvertie. Tu vois, le digital, ça a été une façon trop cool de pouvoir parler à plein de gens. Quand tu me mets dans une pièce, il y a 50 personnes, j'ai envie de partir en cours. Donc là, tu vois, c'est beaucoup plus simple. Mais vu que j'ai jamais cherché à ce que ça fonctionne, ça n'a jamais été mon but, ni de lancer une boîte, ni de lancer une marque, c'est plutôt une conséquence que autre chose. Bah, en fait, ça m'a juste permis d'être moi-même, sans pression. Je regardais pas ce que faisaient mes concurrents. Je regarde toujours pas d'ailleurs aujourd'hui. Parce que je veux pas être la meilleure. Tu vois, j'ai jamais cherché à être la meilleure, j'ai jamais cherché à me dire ouais, je vais m'imposer et je vais vraiment être une référence dans mon domaine et c'est ça que je veux aujourd'hui, je veux full visibilité. C'est pas pour ça que je l'ai fait. Je me suis dit moi c'est Amandine. J'apprends ça, je vous partage. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Il y a plein d'autres contenus sur internet que vous pourrez kiffer. Et en fait, en restant vraiment accrochée à ça, parce que c'est toujours ça qui me fait vibrer, c'est surtout ça qui m'a fait tenir, puisque la création de contenu, c'est terriblement difficile. Et il y a eu des périodes où j'avais envie d'arrêter, parce que c'est pas facile. Et je me suis dit, en fait, si je reste accrochée à ça, je pourrais être fidèle à moi-même. Et surtout, c'était une façon pour moi de faire baisser un peu le niveau de sérieux que je pouvais voir à l'époque aussi sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, où il fallait être expert depuis tant d'années, et puis il fallait dire ouais, faut pas faire ça, faut faire ça. Je dis je suis au même niveau que vous et j'ai la même légitimité que n'importe quelle personne ici. Juste, je vous partage que moi j'ai appris, et peut-être que vous pouvez m'apprendre des choses qui sont géniales aussi. Et en fait, en se mettant dans cette position-là, ça a créé des connexions assez incroyables. Et je pense que ma communauté de base, en fait, elle s'est créée là-dessus. Elle s'est pas vraiment créée sur le référencement. Bien sûr, les gens me suivent pour des conseils pour leur site, mais je pense avant tout que les gens me suivent pour ces valeurs-là, en fait. Ouais. Et la conséquence, c'est que j'arrive à leur faire dire du SEO. et ça, c'est quand même très, très fort. Et donc, toi, tu parles beaucoup aussi de ton hypersensibilité dans tes posts. À quel moment, alors, tu as un peu répondu à la question, mais à quel moment est-ce qu'on arrive à passer justement cette peur du jugement? Toi, tu dis, je l'ai fait d'abord pour moi, pour autant, on est tous jugés toute la journée dans tous nos mouvements. Ouais. Et ça bloque énormément de monde. Enfin, moi, la première. Hein. Toute ma vie, on m'a reproché des choses. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais trop sensible, que je prenais pas assez la parole, que j'étais trop introvertie. Donc en fait, le jugement, j'y été confrontée depuis le jour 1 que je suis arrivée. Mais t'es trop ci, t'es pas assez ça, tu prends trop les choses à cœur, t'es trop sensible, tu finis tes examens trop vite. En fait, qu'importe ce que je faisais, en bien ou en mal, il y avait toujours quelqu'un en tout cas pour me faire un reproche. Donc je me suis dit, écoute, là sur internet, j'y suis partie en me disant, vas-y, j'y vais. Dans tous les cas, je connais aussi, tu vois, un peu les dessous de la visibilité. Il y aura des commentaires de merde et il y aura des gens qui vont vraiment me tailladent. Et de base, ces commentaires-là, je les ai mis de côté et je me suis vraiment accrochée sur ceux qui étaient constructifs. Parce que ce que je cherchais avant tout, moi, c'était à évoluer, à devenir une meilleure version de moi, à me construire. Donc, les feedbacks qui étaient négatifs mais constructifs, je les prenais, je me rappelle, je les notais dans un carnet. Et j'y revenais quelques semaines plus tard. Tu vois, toujours, tu laisses digérer le feedback, parce que c'est pas facile de recevoir une critique négative. Je prends, ok, je digère. Quelques semaines plus tard, j'y reviens. Je dis, ok, donc ça, ok, d'accord. Est-ce que pour moi, ça fait sens? Oui, non. Est-ce que je peux y apporter une solution? Est-ce que cette solution, elle est toujours en accord avec mes valeurs? Est-ce que je veux véhiculer? Oui, non. Et en fait, être en perpétuelle introspection aussi, ça m'a encore plus permis d'accepter les critiques. Et après, il y a eu un stade aussi où il y a eu tellement de mauvaises critiques que en fait, on m'a tellement lynché parce que je rendais le SEO accessible, parce que je donnais des conseils gratuits. Si déjà de base ces conseils étaient payants, il y avait un problème pour moi. Et parce qu'en fait, je prenais une place parce que j'étais une femme. Après, si j'étais pas une femme, c'est parce que j'étais hypersensible. Si j'étais pas hypersensible, c'est parce que j'étais en couple avec une femme. Si c'est parce que j'étais pas en couple avec une femme, c'est parce que j'étais blonde. En fait, qu'importe ce que je faisais, il y avait toujours quelqu'un à un moment donné qui me critiquait. Et je me suis juste dit, c'est le jeu en fait.
Et il y a un moment donné où ça m'a beaucoup affectée, notamment quand il y a eu une grosse vague de haine qui a duré 6-8 mois, tu vois, c'était très long. Ouais, c'était long. C'était long et heureusement que j'étais très bien entourée et que ce qui est cool avec le digital, c'est que tu fermes ton ordi et ça n'existe plus aussi, tu vois. Oui. Donc tu peux te permettre de prendre des temps de pause et ils sont ultra nécessaires. Mais ce qui m'a fait tenir malgré les mauvais commentaires, c'est à un moment donné de me dire, ok, toujours revenir à mon pourquoi. Pourquoi je le fais Pourquoi je le fais pour ça. Ok. Et ensuite, un peu aussi, tu vois, calmer le cerveau, parce que le cerveau, il adore s'accrocher au négatif. Donc tu vas recevoir un mauvais commentaire, limite, ça va annuler les 500 que tu viens recevoir qui sont géniaux. C'est faire vraiment ce travail mental de rebalancer un peu et dire, ok, oui, il y a eu un mauvais commentaire, on verra si j'en tiens rigueur ou pas, ou s'il peut m'apporter quelque chose. Par contre, derrière, il y a eu 500 personnes là qui viennent me dire que grâce à moi, grâce à ce conseil que je viens de donner, ils ont pu augmenter la visibilité de leur site, mieux comprendre, avoir 20 sur 20 à leurs examens, tu vois. Et c'est redonner de la place à la lumière. C'est un peu comme ça que je le vois. Et c'est ça qui m'a fait tenir, Oui, vraiment s'accrocher au positif. De fou. Toujours. De fou. Et le négatif, pas le mettre de côté, tu vois. Il y a être en mode déni, allez, hop, petit tapis. Mais plutôt le travailler. Toi, se dire, ok, ça c'était constructif. Je prends, je note et je verrai si je peux en faire quelque chose. Ouais. Alors, j'adore, tu me fais toutes mes transitions. Justement, le constructif et le négatif, j'ai un petit jeu à te faire faire. Ouais, j'adore les jeux. Okay. Donc, le revers de la médaille, tu viens de le dire, du succès. Je sais qu'en fait, le mot succès, tu vois, le succès, il est difficile, mais justement, je fais exprès de l'employer parce que souvent, tu vois, moi, j'accompagne beaucoup de gens qui sont au début et qui sont attirés par le succès, au lieu, en effet, de ce que tu disais tout à l'heure, qui est très intéressant, de plus travailler sur soi et pour soi. Et ensuite, le succès, en fait, c'est la valeur que tu lui apportes. Pour autant, tu en as parlé, il y a des vagues de haine aussi qui peuvent arriver. Tu as posté il y a quelques temps sur ton compte Instagram un carrousel que j'ai lu avec attention, intitulé « Attention, ce post ne va pas vous plaire et je m'en fous ». Donc, c'est un contenu qui parle de mansplaining. Pour celles et ceux qui l'ignorent, le mansplaining, donc c'est une situation où un homme explique à une femme quelque chose qu'elle sait déjà, voire dont elle est experte, souvent sur un ton paternalisant et condescendant. Ça, c'est la définition que tu avais mise dans ce carrousel. Donc, dans ce contenu, tu proposes un guide, des bonnes pratiques aussi pour soutenir les créateurs comme toi, dont l'objectif premier est de partager, puisque, rappelons-le, et tu viens de le dire, créer du contenu, c'est du temps, c'est de la considération aussi pour les personnes qui le lisent. Et pourtant, il y a des Alain. Alors moi, je te propose de jouer avec Alain. Alain. Je suis désolée, j'ai pris le prénom Alain parce que c'était la personne qui avait mis ce post, mais voilà, je sais qu'on m'a dit, mais il y a des gentils Alain aussi. Alors, c'est pas pour les méchants Alain, enfin, on va pas parler de gentils ou de méchants, mais en l'occurrence, c'est le moment de cet Alain en particulier, donc qui adore exercer le parasitage, la condescendance sur des contenus, et c'est le cas pour beaucoup d'autres femmes aussi, hélas. Donc, je te propose un jeu intitulé Alain, malin ou les deux. La règle, je vais te lire un commentaire. Tu me dis, selon la tournure, si c'est Alain, donc en mode condescendance mansplaining, si c'est malin, un vrai soutien, ou les deux, c'est ambigu. Ok, t'es prête ? C'est souvent les deux, mais allons-y. Premier commentaire. Le SEO, c'est important. D'ailleurs, voici mon article où j'explique tout, entre parenthèses, avec mes services en bonus. Les deux. Avec un petit plus côté Alain quand même. Alain est malin. Alain est malin. Ah oui. Deuxième commentaire. Trop bien ce post, je le partage direct en story. Malin. Malin. Bon post, mais pour être précis, le SEO, c'est pas exactement ça. Voici un lien vers une vraie explication. Alain. Clairement Alain. J'ai jamais trop compris le SEO, mais grâce à toi, c'est plus clair. Malin. Malin. Super post. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une petite coquille et ton mot ne prend pas de S. Ça dépend l'angle, mais on pourrait dire que c'est un malin. C'est un malin. Franchement, t'es forte pour une fille dans le SEO. Clairement Alain. Ah, celui-là, si tu savais. Ah bah oui. Ce commentaire que tu es en train d'écrire, et puis à un moment donné, tu te dis, bon, mais en fait, pourquoi est-ce que je l'écris et finalement, je ne l'écris pas. Malin. 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 Ah oui. La réflexion est toujours intéressante. Trop intéressant ce que tu dis, mais est-ce que tu as des sources pour appuyer ?
Très malin. Très, très malin. Très malin. On en parle du fait que tu as démocratisé le SEO sur LinkedIn. Soutien. Bon, c'est bien, mais il faudrait quand même que tu creuses un peu plus le sujet avant d'en parler. Salut Alain. Salut Alain. On lui fait la bise. Voilà, 10 exemples. Bon, on plaisante, hein, mais c'est quand même un vrai sujet, Non, mais bien sûr, les haters. Et comme tu le disais, c'est aussi bien de pouvoir se dire la prise de distance, fermer son ordinateur. Donc toi, tu en as parlé, hein, ta façon de gérer émotionnellement et stratégiquement ces gens-là. Moi, ma question, tu en as aussi un peu parlé tout à l'heure, mais le rôle de l'entourage, justement, là-dessus. Essentiel. En fait, tu vois, l'entourage, et je sais que toujours il y a cette phrase, on dit non, mais l'entourage, c'est ce qui fait tout d'un entrepreneur. Faites attention aux gens qui sont autour de vous, c'est les 5 personnes autour de vous qui font que. Tu sais, il y a plein de phrases comme ça où tu as l'impression que c'est un peu bateau. Le jour où tu montes ta boîte, tu comprends très vite pourquoi l'entourage c'est essentiel. Moi, tous les moments durs, c'est mes amis, ma famille, les gens qui sont proches de moi, qui vraiment, même mon équipe, tu vois, sur qui je vais me reposer, je leur dis, mais là, en fait, c'est pas facile. Et qui vont être là pour moi, ils vont me dire, en fait, c'est eux qui vont prendre mon ordinateur, ils vont le fermer, prendre mon téléphone, ils vont le jeter, et on va aller prendre l'air. Okay. Et on va aller parler d'autres choses. Et on va aller relativiser aussi, parce qu'il y a une image que j'aime beaucoup, tu sais, c'est, t'as une boule, ces boules-là, c'est tes problèmes. Si tu les regardes comme ça, effectivement, tu vas ruminer. Et moi, je trouve que mon entourage, il m'aide à prendre de la hauteur, et de voir qu'en fait, peut-être que le problème, il est tout petit, et que c'est moi qui fais un peu une fixette sur ce problème-là aussi. Ouais. Et je pense que c'est ultra important de s'entourer de personnes déjà qui croient en vous. Alors c'est avoir des personnes qui, moi, croient en ce que je fais et qui vont... Je cherche pas à ce que les gens de mon entourage ils valident à 100% mes propos, ils soient toujours de mon côté, mais par contre des gens qui vont être honnêtes et qui vont aussi être un vrai soutien. Tu vois, qui vont être capables de dire, bah, ouais, ton poste c'était un peu... T'es un peu de la merde là. Tu vois, moi c'est ces potes-là que j'ai besoin. Tu vois, parce que c'est du feedback qui est honnête, transparent, mais qui est aussi là, qui est bienveillant, tu vois, en mode... Peut-être que la prochaine fois, fais ça, attention, ça peut véhiculer ce message. Ou alors, des gens qui vont juste se dire hey, j'ai vu, viens, on n'en parle pas, on va juste boire un café. Oui. Et c'est essentiel, surtout dans les périodes où il y a des vagues de haine, où il y a des mauvais commentaires, ou juste il y a un petit coup, une baisse de morale, tu vois. Je sais pas, t'as fait un lancement, il s'est pas passé comme tu voulais, t'as fait un post, il a floppé. Enfin, il y a plein de petits ingrédients quand on est entrepreneur qui font que ça peut nous saper le moral quand on bosse énormément et que derrière, il n'y a pas les résultats espérés. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a l'entourage qui fait le relais. Moi, mon équipe m'aide beaucoup. Souvent, notamment cette année, j'aurais dit bon, je vais avoir une com un peu plus engagée cette année. Préparez-vous parce que on sait ce que ça amène d'être plus engagé. Ouais. Et ils m'ont juste dit mais fonce, on sera là et puis quand ça va pas, on prendra le relais. Et ça fait toute la différence. Ouais. Il y a une vigilance de ton entourage. Énormément. Et il faut parce que malheureusement avec la visibilité, la visibilité, elle a énormément d'avantages et elle a plus de lumière que d'ombre pour moi. Mais la part d'ombre, il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas négliger aussi que plus tu prends de visibilité, plus elle augmente. Et tu vois, il y a des personnes qui ne vont pas forcément être bienveillantes. Moi, mon entourage, ils sont là pour les sniper, clairement. En mode, oula, ah oui. bip bip, intérêt, pas honnête, ou alors tu vois un peu étrange dans le comportement. En fait, c'est mes boucliers. Et c'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir un entourage en dehors de mon équipe, vraiment des amis aussi qui vont être incapables de me dire fais attention, je pense que là, peut-être que cette personne, elle est là pour la visibilité, elle n'est pas là pour Amandine la personne, parce que moi je suis un bisounours, donc je vois rien. Ouais. Parce que tout le monde est... Ouais, c'est vrai, je suis une loutre pleine d'amour, en fait, je pense que tout le monde est gentil, tout le monde est... Personne n'a d'intérêt caché, donc je suis en apprentissage, mon équipe et mes amis essayent de m'apprendre qu'il n'y a pas tout le monde qui a forcément toujours des bonnes intentions à un moment donné, mais l'entourage est essentiel, et c'est pour ça aussi que des fois, il y a un tri naturel qui se fait quand on lance sa boîte. D'un coup, tu vois un peu les gens, tu vois, qui chez eux, ça génère peut-être de la jalousie ou qui n'ont plus des très bonnes intentions envers toi. Parce que forcément, quand tu lances ta boîte, tu bouges. Tu fais bouger un peu tes routines, tu fais bouger ton quotidien. Donc, tu casses un peu des schémas, des codes, et tu peux générer aussi un peu soit de jalousie, soit un peu de haine, soit des gens qui vont se dire « Ah bah j'ai hâte qu'elle se plante pour me prouver que moi, je fais bien de rester dans mon petit confort. » Il y en a beaucoup. C'est vrai qu'il y en a, oui. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec qui et à qui on donne son temps, je pense. Et ton entourage, est-ce qu'ils sont devenus hyper vigilants d'eux-mêmes, ou est-ce qu'à un moment donné, tu as eu une conversation avec eux pour leur dire j'ai besoin
J'ai besoin de cette vigilance. Non, je leur ai demandé cette vigilance et aussi je leur ai partagé les moments qui étaient durs parce qu'ils sont pas dans ma tête. Donc ils peuvent pas savoir ce qui se passe pour moi. Ils peuvent pas savoir s'il y a un commentaire qui va me faire du mal ou pas. Peut-être que pour eux, ils se sont dit ouais, c'est bon, elle encaisse, elle a l'habitude. Moi, il y a des fois, j'arrive pas à encaisser. Il y a des jours, ça passe. Je suis en mode ouais, tranquille, j'ai l'habitude. Il y a des jours, ça va m'affecter. Et en fait, c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut beaucoup communiquer avec son entourage, notamment les personnes en qui on fait confiance. Moi, je leur dis toujours ok, si je fais ça, c'est que ça va pas. Comme ça, il y a des codes. Voilà, il y a des codes, tu vois, il y a des mots, tu vois, où je leur dis, si à 15h, je leur dis, on peut aller boire un café maintenant. Ils savent qu'ils doivent, ok, on y va, il faut vider le sac, il faut l'aider. Donc, il y a une part de moi qui a été une vraie confiance envers eux, en mode, voilà, je vous ouvre mon cœur et je vous dis aussi là où j'ai besoin d'aide, parce que je trouve qu'on n'en demande pas assez. Et ça fait toujours peur de demander de l'aide, mais elle est essentielle. Et après, il y a une hyper-vigilance qui s'est développée de leur côté parce qu'ils ont aussi été témoins. En fait, je leur ai donné accès aux coulisses d'une visibilité et ce que ça pouvait être aussi en bien comme en mauvais. Et donc, de là, ils ont sorti les boucliers. Donc, vraiment, ne pas hésiter à demander. Ah, mais demander de l'aide, clairement. On n'ose jamais demander. C'est mon grand sujet, ça. Et surtout, tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé de demander de l'aide à des personnes qui ne sont pas forcément mes amis, mais en qui je sais que je peux avoir confiance, tu vois, bon feeling et tout, et en toute vulnérabilité, d'être capable de dire, écoute, en ce moment, moi, je suis super stressée sur ce sujet, je sais que toi, tu as ta boîte, est-ce que tu crois qu'on peut prendre 5 minutes pour en parler? Et je pense qu'on serait étonné à quel point les gens sont prêts à tendre la main. Bien sûr. Parce qu'ils savent ce que c'est. Ils savent ces moments. Ils savent que peut-être eux, ils auraient eu besoin de cette main tendue à ce moment-là. Et c'est aussi pour ça que je reste et que je veux rester accessible. Parce que il y a des moments où moi, j'ai manqué de main tendue. Et j'ai envie d'être celle maintenant qui la donne. Donc, que ce soit moi, que ce soit mon équipe, on est tous très vigilants là-dessus aussi. À toujours, ok, là, il y a peut-être besoin de tendre la main pour quelqu'un et pour l'aider à passer ce petit moment difficile, quoi. C'est un très, très bon conseil, ça. Si on parle pratico-pratique, création de contenu, parce que j'ai plein d'auditeurs qui adorent ces côtés, justement, mode d'emploi. Toi, ta méthode, donc tu crées plein de contenus. Tu fais des posts, des carousels, des vidéos, je pense à peu près tous les contenus qui existent. Quelle est la méthode pour toi pour déjà créer ton positionnement? En fait, pour moi, s'il n'y a pas de pourquoi, donc c'est le fameux why, il n'y a pas de positionnement. Ok. En fait, tu peux créer du contenu autant que tu veux. Si tu n'as pas trouvé ton pourquoi tu le fais et quel est le why, ton contenu, déjà, ça ne marchera pas pour toi. Tu vas t'épuiser et en plus, tu n'auras pas ce truc qui fait que tu as envie d'y retourner le lendemain. Donc, l'étape 1, c'est vraiment de se poser, de se dire, ok, pourquoi est-ce que déjà, moi, je veux créer du contenu? Pour qui est-ce que je veux créer du contenu? Et c'est quoi ma proposition de valeur? Moi, pourquoi je voulais créer du contenu? Il y avait deux choses. Un, rendre accessible des informations que moi, j'ai pas eues. Deux, prendre ma place en tant qu'introvertie et aussi me challenger. Pour qui? Pour toutes les personnes qui se sont retrouvées à un moment donné dans ma situation et qui galèrent à avoir ces infos. Et toutes les personnes qui pensent aussi qu'en tant qu'introvertie, on peut pas prendre sa place. Parce que le modèle de succès est forcément unique. Trois, quelle est ma proposition de valeur? Je t'aide à comprendre le SEO sans migraine. Et parfois, je te raconte les coulisses de mon entrepreneuriat. Et une fois que tu as ça, tu as ton why, tu as ton pourquoi, tout le reste va venir, mais tellement simplement. En temps, on est en mode, oh là là, mais comment je fais? Mais une fois que tu as le why, tu reprends ton why. Ok, c'est qui ta cible? C'est quoi ses problèmes? Ok, c'est quoi ses freins? Voilà, tu as déjà 10 idées de poste. Et tu continues. Et après, bien sûr, une fois que tu as ton why, je trouve que le plus efficace, parce que j'ai testé énormément de choses, je suis éparpillée dans tous les sens, ça fait partie du jeu, c'est vraiment de trouver au minimum un format qui va être facile à dupliquer. Tu as, ok, tu as un template de carrousel, il est comme ça, il est rodé, tu vois, tu l'as fait une fois, tu as pris le temps de faire ton template et tu le réutilises, mais tu le bombardes parce qu'en fait, ça va permettre aussi aux gens de t'identifier. Que ce soit une couleur, que ce soit une mascotte, que ce soit un style de disposition. C'est avant de multiplier les formats, essaye déjà dans Masterclass 1, maîtrise-le. Et une fois que tu as maîtrisé au moins un type de format, tu passes à un deuxième. Mais tant que tu n'as pas maîtrisé au moins, tu vas t'épuiser. En fait, tu vas te dire, ok, il faut que je fasse ça, mais en fait, j'y arrive pas. Recentre. Ça, c'est mon pourquoi. Ça, c'est mon premier format que je veux essayer de mettre en place. Tant que ça marche pas, je passe pas au deuxième. Ça marche aussi pour le fait de multiplier ses canaux. Moi, j'ai pas changé. J'ai pas cumulé mes canaux. J'ai maîtrisé un canal. Une fois que c'était bon,
Je me suis sentie assez à l'aise pour en ouvrir un deuxième. Ensuite, j'en ai ouvert un autre. Mais j'ai pas tout ouvert en même temps. Après, je comprends pourquoi on a envie de le faire. Il y a cette espèce de FOMO. On se dit, OK, il faut être partout. Et puis, il faut protéger son business. Et puis, du coup, il faut faire ci. Et on a un peu peur. Mais en vrai, le meilleur conseil que je pourrais donner, surtout aux gens qui se lancent, c'est commence par un réseau, par un format. Essaye déjà de tenir une régularité et de trouver ton why. On fait mieux que 90% des gens qui publient aujourd'hui. Hein. Oui. Déjà, rien qu'avec cette base. Oui. Donc finalement, le plus facile, si on parle de LinkedIn, c'est d'écrire en temps 1, parce que c'est long à faire un carrousel, hein, quand même, hein, ou en tout cas à trouver son... C'est long, mais on peut commencer déjà peut-être par moi. Au début, je me rappelle, j'ai commencé par... tous les lundis, je faisais une idée reçue. Ok. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé d'avoir des jours avec des formats. Ok, tous les lundis, c'est une idée reçue. Je prends un truc faux en SEO, genre le SEO, c'est gratuit, et je le démonte. Ok, tous les mardis, je parle d'hypersensibilité, parce que j'ai aussi envie d'amener ça dans ma com. Ok, et tous les mercredis, j'essaye de faire un carrousel qui va être plutôt sur comment je fais ça en SEO. Quand tu différencies un peu deux types de contenu, donc comment et pourquoi, je trouve que c'est cool, parce que pourquoi tu vas appuyer sur les freins de ta cible et pourquoi est-ce qu'elle devrait un peu t'écouter, et comment tu lui donnes clairement des trucs super actionnables. Varier entre les deux, je trouve que c'est essentiel. Mais si je devais commencer, je commencerais d'abord sur du pourquoi, ensuite sur du comment. Ce qui est très drôle, c'est que moi j'ai commencé par le comment. Et en fait, est-ce que commencer par le comment, c'est pas t'adresser tout de suite à des gens qui sont un tout petit peu plus... Enfin, c'est plus niché, c'est un peu plus expert, parce que le pourquoi, ça peut t'ouvrir l'esprit sur le sujet. En fait, moi j'ai commencé par le comment parce que c'était le plus simple pour moi. Tu vois, ok, puis en plus j'avais aucune notion de business ou de cible ou de marque, donc j'avais même mon pourquoi et tout ça n'existait pas. J'étais juste en mode comment je fais ça en SEO, je vais partager. Ouais. Et du coup c'était plus simple, mais l'inconvénient du comment, c'est qu'après c'est plus dur d'introduire ton pourquoi. Okay. Alors que si de base tout de suite t'as intégré le pourquoi est-ce que je dois faire du SEO, pour qui, et ensuite t'expliques comment le faire, c'est beaucoup plus simple de capter les gens. Surtout de les capter. Tu vois, quand tu dis comment, tu peux perdre vite quelqu'un parce que ça peut être trop technique. Oui, c'est ça. C'est de l'expertise. C'est ça. Alors que pourquoi tu vas peut-être le tiquer sur le petit problème qu'il a là. Tu vas dire, ton site il est pas visible. Ah oui, je sais. Et en fait, tu vas les faire rester. Ok, donc, très bon point. Je commencerai par le pourquoi. Ok. D'abord le pourquoi et... intégrer après du comment pour démontrer l'expertise. Tu vois, si par exemple on se dit sur quelqu'un qui se lance sur un mois de contenu, donc tu commences par le pourquoi, tu fais le pourquoi pendant combien de temps? Moi je tabasse. Hein. Tu tabasses tous les jours? Moi je pense que j'ai tabassé 3 ans sur le pourquoi. Ah oui, on n'est pas sur un an, on est sur 3 ans. D'accord. Pourquoi? Et je tabasse encore aujourd'hui. Pourquoi faut faire du SEO? Pourquoi? Et parce que c'est normal, il faut aussi... Nous, on sait que c'est notre métier, donc on sait que les gens en ont besoin, on sait que ça peut les aider. Mais eux, ils n'en ont aucune idée, surtout si ta cible elle est un peu moins dans le digital ou que c'est pas son sujet à faire. Il faut leur rappeler tout le temps. Pourquoi il y a besoin de ça? Ah oui, parce qu'ils lisent un truc. Enfin, ils lisent une quantité de contenu monstrueuse. On leur dit toujours qu'il faut faire ça. Mais on leur explique jamais pourquoi il faut le faire. Oui, tu as raison. Donc tu reviens à la base, toujours. Pourquoi il faut faire ça? Oui, il y a beaucoup d'injonctions, énormément d'injonctions. C'est vrai que si on regarde LinkedIn, il y a énormément de posts d'experts aussi. Et d'un post à l'autre, tu as une contradiction aussi. Aussi, oui, c'est vrai. Ok, donc le pourquoi. Et alors, comment est-ce qu'on va construire, par exemple, un bon post LinkedIn qui raconte le pourquoi? Ça dépend du format. Moi, c'est vrai que je suis une adepte du format carrousel. Je suis plus visuelle, donc c'est plus facile pour moi. En plus, je suis sur un sujet compliqué, le SEO, donc il faut forcément que j'y amène de la douceur par des images. Parce que si je t'écris que du SEO, tu vas être là, oula. Donc c'est vrai que je suis plus team carrousel. Okay. Mais en gros, la règle, c'est vraiment une idée égale un post. Si déjà dans ton post, tu commences à aborder 3-4 arguments, c'est que tu viens de faire 4 posts en un. Donc déjà, si tu restes en tête de une idée, un post, ça va beaucoup de facilité. Et ça demande du travail parce qu'on a toujours envie de... Ah oui. Hop là, on déborde. Et puis non. Une idée, un post, quitte à être... c'est pas grave, t'es un peu restrictif sur le premier et tu te contiens un peu, mais c'est normal. Parce qu'il faut que tu penses à la personne d'en face. Si tu lui balances 4 trucs d'un coup, c'est trop lourd, migraine, je me casse. Oui. Donc on commence doucement, on y va en douceur. Et comment on construit un bon post? Y a beaucoup de gens qui parlent de l'accroche.
je pense que je vais être la seule qui part à contresens sur ces sujets. Ah, c'est intéressant. Pourquoi ? Oui, les accroches, elles sont importantes. Oui. On a un concours d'accroches quand même sur LinkedIn. Il est de plus en plus... Oui, mais du coup, il y a tellement eu un concours d'accroches. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, déjà, c'est juste qui va faire plus. Ouais. Des fois, ça reflète même pas ce qu'il y a dans le post. Et l'image que ça peut véhiculer, elle est potentiellement mauvaise aussi. Oui. Parce qu'il y a tellement ce truc de faut faire la meilleure accroche, la plus grosse, la plus plus de chiffres, la plus convaincante, que presque ça donne plus envie aux gens de lire. Donc, j'ai fait des accroches, ça m'est arrivé, tu vois, et ça m'arrive encore, mais je les ai fait à ma manière. Tu vois, une accroche, pour moi, ça peut être une accroche visuelle. Ça peut être ma première image de mon carrousel, avec la loutre. Ou ça peut être une couleur, tu vois, d'un coup très marquée qui va faire que je suis reconnaissable. Ou un texte énormément gros, genre celui que tu as vu. Ce post ne va pas vous plaire, et je m'en fous. C'est une accroche. Oui. Et pourtant, elle n'est pas bullshit et elle te culpabilise pas. Tu vois, c'est un peu le problème des accroches. Souvent, elles appuient sur la culpabilité tout le temps. Tu ne fais pas ça, tu loupes ça. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de FOMO. En tout cas, moi, la FOMO, ça m'épuise et j'aime pas mettre ça dans mes contenus. Donc, je serais plus d'avis de dire que si, en gros, balancer le plus tôt possible la valeur de ce que tu veux dire. Et pas se dire, ouais, mais il faut que j'attende que ta personne elle aille jusqu'à la page 20, il faut que je la fasse passer du temps sur mon post, bla bla bla. Plus tard. Ça, limite, c'est des problèmes de quand tu as déjà une audience. Ton problème au début, c'est d'accrocher les gens. Donc, t'as pas beaucoup de temps et t'as intérêt à être pertinent. Et c'est pas avec des accroches bullshit que tu vas le faire. Donc, tout de suite, boum, moi, des fois, je balançais ma première réponse sur ma première slide, la réponse. Et après, je développais. Ça, la personne disait, ah ok, oui, enfin, ah merci, j'ai enfin cette réponse. Ah, et tu racontes quoi après ? Ok, c'est intéressant. Donc, j'ai toujours été un peu à contresens du monde de cette fameuse guerre des accroches, et je la recommande pas. Et pour avoir coaché 2-3 personnes quand même sur LinkedIn, ça a bien marché quand elles se sont lancées avec ma méthode. Donc, plutôt que de se dire, ouais, lui, il a fait ça, il faut que je balance le fait que j'ai formé 1000 personnes, et quel est le problème de ta cible ? En quoi tu y réponds, et quelle est la réponse qu'elle n'a jamais eue ou qu'elle galère à avoir. Et tu déroules. Tout simplement. Tout simplement. Alors, j'ai une autre question. SEO, Personal Branding, le cas du CEO invisible sur Google. Alors, cette question, elle est hyper concrète. Ça a été évoqué lors de mon déjeuner d'hier. Ok. Ah oui, ok. On est dans le vrai. Donc, un CEO dont je ne citerai évidemment pas le nom, d'une très 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 grosse boîte, qui passe sur BFM tous les 3 mois. Il poste un peu sur LinkedIn, mais pas beaucoup. Donc, il ne travaille pas de manière très active sa marque personnelle. Mais il est quand même très très connu. Quand on tape son nom sur Google, c'est son homonyme qui apparaît, qui est chef cuisinier. Donc, ils se sont dit, bon, comment on va faire ? Donc, ils ont essayé de faire une page Wikipédia, en se disant, peut-être que la page Wikipédia va aider pour booster la visibilité et obtenir aussi ces snippets Google. Rien n'y fait. Donc, j'ai promis à la personne avec qui j'ai déjeuné de te poser la question. Avec plaisir. Voilà. Est-ce que travailler sa marque personnelle sur LinkedIn ou autre permet d'accélérer non seulement lui son propre SEO, mais aussi le SEO de sa boîte ? Comment on fait ? Je pense qu'il y a deux parties de réponse. La première, c'est qu'on fait une erreur fondamentale quand on essaie de se lancer en SEO, c'est que tout de suite on se dit qu'on va aller se positionner sur des mots-clés. Alors qu'on oublie que les premiers mots-clés qu'on doit bosser, c'est les siens. Sa propre marque, son propre prénom, son propre nom de marque, son propre site internet. Donc la première étape, c'est de créer du contenu autour de nos propres mots-clés. Par exemple, moi j'ai une page, je fais Amandine Barre, qui est-elle ? Tu fais du contenu autour de toi. C'est un peu bizarre au début. Mais par exemple, tu vois, j'ai des pages qui sont les avis de l'agence SEO sans migraine, tu vois, c'est ma page. Ou encore l'agence SEO sans migraine, quelle est sa... Non. Et en gros, l'idée, c'est que quand il y a des gens qui tapent des mots-clés qui me concernent, notamment moi, je te donne un exemple, le mot-clé loutre du SEO est plus recherché que mon prénom et mon nom de famille Amandine Barre. Oui. C'est-à-dire que les gens... Totalement associé à une loutre. Ouais. En fait, les gens me cherchent par loutre du SEO et plus par Amandine Barre. C'est très cool, enfin, c'est très cocasse à raconter. Mais du coup, quand je m'en suis rendu compte, il fallait que je bosse le mot-clé loutre du SEO parce que j'avais pas envie que ce soit des sites de peluche loutre ou d'autres trucs qui sortent, tu vois. Ou qu'encore, pire, qu'il y ait certains concurrents qui captent qu'il y a des gens qui tapent ça et qui viennent nicher leur petite page.
Ça, c'est le risque numéro 1 quand on ne bosse pas son propre mot-clé. Et notamment le problème, donc, ce fameux CEO invisible, c'est qu'il n'a pas assez de contenu sur son propre nom. Donc, il va falloir qu'il le fasse. Deuxièmement, c'est que Google, on va le considérer comme une grosse armoire. Il a plein de boîtes. Et dès que tu crées du contenu, que ce soit sur YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok, il prend, il met dans la boîte, et cette boîte, il met un nom dessus. Par exemple, Amandine Barr. Ok, Amandine Barr, qu'est-ce que je sais d'elle? Ah, elle fait des posts LinkedIn, elle est sur Insta, elle a une newsletter sur Substack, elle a un site internet. Ok, je regroupe. Et quand il y en a assez, il comprend que Amandine Barr, c'est pas la même personne que... Et du coup, il va associer à la bonne intention. Et c'est ça son problème. C'est qu'il n'y a pas assez de contenu qui a été créé sur lui. Ouais. Il n'a pas assez pris la parole. Il n'a peut-être même pas créé une chaîne YouTube avec son propre prénom. Parce que souvent, on oublie de faire ça. Ouais. Il a peut-être oublié même de créer son entreprise sur LinkedIn. Juste, pas pour publier, mais juste pour bloquer le nom et faire que ça fasse un petit lien en plus. Et du coup, c'est ça son problème. Ouais. C'est qu'il n'y a pas assez de... En fait, c'est que le cuisinier bosse plus son SEO que lui. C'est ça. Ou du moins que les gens parlent plus du cuisinier. Oui, et en fait, mais c'est-à-dire que lui, sa boîte, elle est énormissime. Hein. Ouais. Énormissime. Donc, en effet, le cuisinier, il doit avoir plus besoin pour ressortir, pour faire du business, de créer du contenu. Là où, et c'est un peu le problème de tous les corpos finalement, ils se disent... Enfin, ils ont un statut qui est lié à leur boîte et donc ils se reposent là-dessus. Ouais. Alors que finalement, il faudrait. Bah oui, parce que du coup, ils laissent vraiment le champ libre. Imaginons, moi, j'aime pas trop ce CEO, j'aime pas trop cette boîte. Ou alors, c'est mon concurrent numéro 1. Je vois qu'il n'a pas bossé son mot-clé, son propre mot-clé. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, Amandine, de faire une super page SEO où je vais me placer en top 1 en disant, le pire truc, c'est non, la meilleure alternative à sa solution, ou encore, pourquoi vous ne devriez pas faire confiance à... En fait, il laisse la place. Et ça s'appelle vraiment, c'est la première chose que je conseille quand on se lance en SEO, c'est protéger sa marque. Quand je dis protéger sa marque, ça peut être sa marque perso, comme la marque de sa boîte. Et ça commence par créer du contenu sur son propre nom, et avec pour objectif que quand tu tapes ton nom, ton prénom, ou encore ton nom de marque, les 10 premiers résultats, ce soit que des pages que tu as maîtrisées. Okay. C'est que des pages que tu veux vraiment qu'elles soient en page 1, pour te blinder, pour te protéger, pour pas qu'il y ait demain quelqu'un qui vienne se nicher dans ta page 1 et pour le déloger après, bienvenue. Hein. Donc de manière très actionnable, c'est quoi? C'est sur ton site? Site crée des pages déjà. Est-ce qu'il a créé une page sur son propre nom? Je suppose que non. Je crois qu'il ne peut pas, hein. C'est vraiment un truc hyper institutionnel. Ok, est-ce qu'il peut créer des articles de blog ou est-ce qu'il peut, dans l'autre sens, aller peut-être chercher des médias, de la presse, qui vont faire des liens? Surtout si les médias, tu me dis BFM, ils ont une autorité SEO assez puissante, juste qu'ils mettent son blaze. Déjà, ça va beaucoup l'aider. Un article, une vidéo, un truc. En fait, il faut qu'il y ait du contenu sur lui. Donc, que ce soit lui qui le crée ou que ce soit des sites externes, qu'importe, ça dépend de son budget. S'il a beaucoup de budget, il va acheter 2-3 liens médias très sympas où ils disent mettez bien mon nom dans le title SEO et ça va régler son problème très vite. S'il n'a pas le budget ou qu'il doit faire différemment, prends la parole. Et sur LinkedIn, et sur Insta, et sur TikTok. Et parce qu'en gros, ça va être des liens. Et c'est ça qu'il faut qu'elle aille chercher. Wikipédia, c'est une très bonne idée. Ok. Et en effet, faire des tribunes, faire des interviews aussi en presse, autre que BFM, la tribune, c'est un bon truc. Ça aussi. De toute façon, à partir du moment où c'est des médias, ils ont forcément une grosse autorité. Parce qu'ils sont là depuis un moment. Et en général, ils bossent bien leur SEO s'ils sont pas. Voilà. Je suis pas dans les coulisses, mais ça me semblerait bizarre. Mais ce serait. En fait, ça, son problème, c'est qu'il a pas. En fait, il a sûrement une très belle notoriété, mais il a oublié de la relier au digital. Oui, voilà. C'est ça. Ok. Donc, on a une réponse. Merci. Cas concret. Merci. Très, très concrète et très, très actionnable. Je voudrais parler format. Donc, on a parlé du carrousel. La vidéo. Donc, la vidéo, c'est devenu vraiment le format hyper plébiscité. LinkedIn, c'est devenu TikTok. L'algorithme de LinkedIn, là, depuis le début de l'année, il est... What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi déjà ton avis là-dessus? Et est-ce que tu as, je pourrais dire une formule, parce que j'aime pas dire ça, mais en tout cas, peut-être des bonnes pratiques à partager là-dessus? Bon, alors je t'avoue que quand il y a eu la grande nouvelle de la vidéo et la nouvelle tendance sur LinkedIn, l'introverti en moi n'a pas aimé cette information. Mais je créais déjà beaucoup de vidéos, plus en gros je passe
passer plus dans des podcasts. Et du coup, ces podcasts-là, pour moi, ça me fait du contenu vidéo après. Oui. Donc, dans un premier temps, j'ai commencé à réutiliser tout simplement mes extraits de podcasts pour voir ce que ça donnait. Effectivement, l'algo LinkedIn, en début d'année, était friand de vidéos, mais pour moi, ça reste encore trop instable. J'adore LinkedIn, mais les personnes qui sont derrière n'ont pas compris que les gens créent du contenu sur leur plateforme. Donc, déjà, il manque un nombre de fonctionnalités monstrueuses. Mais en dehors de ça, c'est qu'ils font des choses assez incohérentes et assez instables. Par exemple, l'onglet vidéo n'existe plus, alors qu'ils veulent plus de vidéos. Oui. Et... Il existe sur l'appli. Il n'existe plus pour beaucoup de monde depuis là 2-3 semaines. Ils l'ont retiré sur de l'appli. Donc tu vois. Pourquoi ils ont retiré le feed vidéo. Est-ce qu'ils se sont rendus compte que LinkedIn devenait TikTok? C'est pas ce qu'ils voulaient. Ah oui, c'est rentré dans le feed normal. Ouais, en fait, c'est maintenant ça. c'est dans le feed. T'as plus l'option vidéo. Et pareil, tu vois, ils font pas mal de changements sur les vidéos. Pour moi, je les considère comme Google. C'est-à-dire que il y a une base à peu près fixe où on sait que les carousels et les textes ça marche bien. Et après, je considère ça comme du test. Ils font du test. Donc des fois, tu vas avoir des vidéos. Moi, j'ai des vidéos, mais qui n'ont aucun sens, qui ont décollé comme ça, d'un coup, du jour au lendemain, alors qu'elles étaient publiées depuis super longtemps. Comme ça. Genre, je suis passée de 14 000 à 150 000 vues en une après-midi. Comme s'ils avaient fait la curation de contenu et c'était côté édito ou... Je sais, elle a juste pété en vue, mais elle n'a pas pété en like, tu vois. Et trop bizarre. Donc, se dire que d'un coup, il faut focus à fond sur la vidéo, je suis pas du tout convaincue. Sauf si, bien sûr, vous êtes en même temps sur Instagram. Du coup, double utilisation du contenu avec plaisir. Instagram, vidéo, tout ça. Et encore que les carousels sont très puissants. Mais l'idée, c'est pas de se dire, OK, il y a une nouveauté, wouh, all-in. C'est trop risqué de faire ça. C'est comme suivre les tendances. C'est se dire que dans ta création de contenu, t'as plus ton why, tu fais que des tendances. Tu vas t'épuiser et en plus, ça va te ramener 0 lead. Donc, je dirais plus que c'est dommage de ne pas le tester si c'est un format avec lequel on est à l'aise ou un format où on a l'occasion de le tester, parce que la vidéo, ça demande quand même du setup et des moyens. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Quoique avec un téléphone, déjà, on peut faire des très belles choses. Mais quand même, il y a quand même la partie montage, sous-titres et tout. Même s'il y a des super outils comme Opus, etc. Oui, c'est du boulot. C'est du taf, voilà. Et déjà, créer du contenu, c'est du taf. Je me mets à la place de la personne qui est dirigeante de boîte, qui déjà doit écrire un post LinkedIn par semaine, doit faire ses carousels, et maintenant on lui dit « Allez ma louloute, rajoute-moi 15 vidéos par jour », c'est terrible. Enfin, si elle n'a pas les moyens de déléguer, ou elle n'a pas moyen de se faire épauler d'une community ou d'un community manager, ou qu'elle n'a pas une équipe, tu peux vite crouler. Et du coup, manquer de priorisation et retrouver entre « Ok, ça c'est mes clients, je dois faire ça, mais à côté, il y a ma com, j'ai mon site, j'ai mon SEO. » et du coup, tu fais plus rien. Donc, j'intégrerai ça en test. Pour l'instant, c'est trop récent pour tirer des conclusions. Et je pense, très sincèrement, que ça va pas durer longtemps. Je pense pas qu'ils vont kiffer le fait que ça devienne un peu un TikTok, tu vois. On voit que, déjà, quand il y a eu trop de photos selfies, ça les a pas fait kiffer trop longtemps, tu vois, genre très vite ils ont pénalisé en termes de vues les gens qui utilisaient trop de selfies. On comprend pourquoi, ça devenait un peu trop presque instagrammable. Et s'ils commencent à comprendre qu'il y a des gens qui créent du contenu B2B sur leur plateforme, je pense qu'ils vont plus valoriser les posts, notamment écrits, les posts avec une petite infographie et les carousels. Ça me semble être une source sûre. La vidéo, trop instable. Moi, je le considère comme une mise à jour Google, là. Hop là. Oui, ça marche. Non, ça marche plus. Oui, ça marche. Oui, non, ça marche plus. Oui, il y a le bouton. Non, il n'y a plus. Oui, ça bouge beaucoup. Et ça bouge trop pour se dire, OK, all-in, j'intègre ça dans... Par contre, si vous avez des vidéos en stock, bon, grave. Une fois par semaine, tu testes. Oui, c'est ça. Et finalement, c'est intéressant si, en effet, ce que tu disais tout à l'heure, on utilise plusieurs plateformes. On est aussi sur Instagram, parce que Instagram, c'est aussi un endroit où on peut aller chercher des clients. Tout le monde est sur Instagram. Et dans ces cas-là, c'est intéressant. Dans ce cas-là, c'est intéressant. À partir du moment où tu te dis, OK, ça peut convenir. En gros, un contenu me fait 2 plateformes. Oui, avec plaisir. Mais ça demande des moyens. Et encore une fois, être sur 2 plateformes, pareil. Est-ce que c'est le bon moment ? Demande du moyen. Est-ce que je peux me le permettre en termes de temps, en termes d'argent et en termes de charge mentale aussi ? C'est ça. Donc, je suis pas convaincue encore. J'ai eu des vidéos qui ont explosé, mais j'ai trouvé ça bizarre. On a l'impression que même eux, ils n'ont pas trop maîtrisé leur algo. Tu vois. J'étais en mode, oula. D'accord. Allez, c'est quoi la prochaine dinguerie ? Mais pas 100% fiable pour moi, en tout cas. Ouais. Intéressant. Pour parler d'Insta, donc toi, j'ai l'impression que tu es beaucoup plus... en tout cas, tu disais tout à l'heure, tu as ouvert un deuxième canal et tu as un fil Insta hyper bien éditorialisé.
comment on fait, tu vois, comment est-ce qu'on crée une stratégie d'éditorialisation comme ça sur Insta et à quoi ça sert? Pour remonter aussi d'un point de vue SEO, tu vois, est-ce que ça a un impact? Oui, bien sûr, faire du SEO, déjà, ça se fait sur toute plateforme. Donc, j'en fais sur LinkedIn, comme j'en fais sur Insta, comme j'en fais sur YouTube. Pour avoir un beau compte Insta et un compte Insta qui convertit, parce que c'est surtout ça l'intéressant. Déjà, moi, j'ai beaucoup galéré, si ça peut rassurer. Ça fait 1 an et demi que je suis sur Insta. Je pense que ça fait que 3 mois que je me sens à l'aise sur la plateforme. Alors que je crée du contenu sur LinkedIn depuis 5 ans et que je maîtrise et que je bombarde. Mais je suis arrivée sur Insta, c'est pas les mêmes codes. Et surtout, l'algo est très différent. Et c'est la guerre. Enfin, il y a tellement de gens qui créent du contenu sur Insta. C'est terrible. Donc, il faut déjà, se recentrer sur les bons KPI. Tu vois, au début, je me suis dit, ok, faut que je focus le nombre d'abonnés. Bon, pas du tout, en fait. T'as des comptes Insta qui ont 5000 abonnés qui vendent 3 fois plus que des comptes Insta avec 100K, tu vois. Donc, encore une fois, on y revient. Proposition de valeur. Pourquoi ? Très clair. Tu as un compte Insta, en un coup d'œil, en fait, il faut que ta proposition de valeur elle soit claire et qu'on sache qui t'es. Ça, je l'ai appris récemment. Donc, pour moi, ça allait très bien vu que j'avais focus dernièrement sur le fait d'avoir un format carrousel avec un bleu très précis. Parfait pour Instagram. J'ai le même bleu, j'ai la loutre, j'ai presque même la même flèche qui me permet de passer d'un slide à l'autre, c'est toujours la même. Okay. En gros, je crée des habitudes, je crée des cohérences. Et même si des fois j'ai des envies, en créant du contenu, de me dire oh, petite folie, j'ajoute un nouveau truc, je me force à pas le faire. Je suis en mode non, je dois rester dans ce template-là et je vais forcer pour que je rentre dans la tête des gens et dans leur habitude. Limite, c'est presque, ça devient confortable de venir. Ah oui, c'est le post d'Amandine. C'est le post bleu d'Amandine, tu vois. Celui que t'attendais. Ton rendez-vous. Ouais, presque. Ah oui, et puis tu sais, c'est réconfortant. T'es en mode, je connais le format. Donc je sais que je vais... Tu vois, il y a un vrai sentiment d'habitude qu'il faut instaurer. Et après, de ce que je peux te dire dans ça, je suis pas encore experte dessus, c'est proposition claire, description très claire, un appel à l'action très clair, et avoir un feed cohérent. C'est-à-dire que tu passes pas du bleu au rouge au violet. T'essayes de rester dans ta charte graphique, les mêmes typos. Et si, comme moi, tu ajoutes des vidéos, tu bosses les couvertures de tes vidéos. Il y a beaucoup de gens qui t'en disent non, faut pas bosser les couvertures des vidéos et tout. Bah, moi, au début, je les publie sans couve. Et une semaine plus tard, je reviens sur mes couvertures Insta et je les remets tout à jour pour que mon feed il soit cohérent. Ok. Il y a un petit taf après coup. Mais ça permet que quand les gens ils arrivent sur mon compte, ok, ça c'est un format carrousel, ça c'est un format vidéo. Je sais, limite, presque ils savent que les carousels c'est les pourquoi et les vidéos c'est les comment. Tu vois. Oui, il y a une vraie cohérence c'est dans ça. ce que tu as Mais créé. c'est pas facile à trouver. Ça demande beaucoup de tests, beaucoup d'itérations. Il faut aussi comprendre qu'est-ce que les gens aiment lire chez vous. Et surtout, genre, ok, tu publies ce post, est-ce que tu peux tenir le rythme ? Parce que Instagram, on a l'impression qu'on nous dit qu'il faut publier 7 jours sur 7 pour être visible. J'ai tout testé, hein, le 7-7, le 6-7. Tu t'épuises et tu te crames. Je suis convaincue que ce soit sur LinkedIn ou sur Insta, on va arriver dans l'ère du moins, mais plus quali. Donc publier moins, mais mieux. Mais publier un post qui tape, tu vois. Plutôt que de faire des posts un peu moyens 6 fois par semaine. Oui. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que en fait, il y a beaucoup de gens qui ont envie de percer vite et donc qui essayent plein de trucs. En plus, on a des outils maintenant qui sont assez géniaux. Donc même si tu n'es pas quelqu'un qui pense bien écrire, tu peux aller faire les choses assez rapidement. Mais c'est vrai qu'il y a un peu, deux écoles, quoi. Il y a le moins mais mieux. Il y a le je veux absolument, ce que tu disais tout à l'heure, le FOMO, je veux absolument percer hyper vite. Ouais. Et donc j'ai bombardé dans tous les sens. Ce qui est dur, c'est qu'il y a ces deux discours. Il y a une partie des gens qui vont te dire pareil, ouais, non, faut tabasser. Moi, c'était pareil sur la newsletter. Lancer une newsletter, c'est aussi un sujet. C'est quelque chose en termes de rythme. Ouais, non, il faut publier, faut donner un rendez-vous hebdo aux gens, faut envoyer beaucoup. Pareil sur LinkedIn, il faut publier tout le temps. Insta, il faut publier tout le temps. Et en fait, je me dis, mais en fait, moi, si je publie tout le temps, déjà, je publie moyen. C'est moins cool. Et en plus, je prends moins de plaisir. Donc, je vais me cramer, je vais arrêter. Je vais pas tenir la régularité. Et ce qui marche dans les réseaux, c'est la répétition. Et c'est la régularité. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce qui, moi, me convient ? La newsletter, tu me disais, au début, je faisais un épisode par semaine, mais quelle horreur ! C'est en organisation, c'est terrible. Donc, ok, je fais 1 à 2 épisodes par mois. Au minimum 1, 2 en bonus, si vraiment j'ai un sujet en plus à apporter. Ça m'a apporté plus d'abonnés, moins de désinscriptions et plus de taux d'ouverture. Parce que moins cette impression de spam et tout. Et en plus, il faut dire aussi ce qu'il y a. Tu vois, t'envoies une newsletter à quelqu'un, entre le moment où il l'ouvre
Le moment où il la lit, parce qu'il va la mettre dans son dossier newsletter à lire plus tard, quand j'aurai le temps peut-être. Voilà. Et pareil sur Insta, les gens, ils ont une vie aussi, donc ils peuvent pas être tous les jours sur tes posts. Donc je pense que le meilleur conseil, c'est de trouver le rythme qui nous correspond et faire un peu l'entre-deux entre, ok, l'algo, il a besoin de ça, mais moi, je suis capable de donner ça. Et ma cible, surtout, je sais que si je fais ce post-là, ça va l'intéresser. Et pas courir après les abonnés. Les abonnés, pour moi, ça doit être une conséquence, encore une fois. Ouais. Et en plus, les réseaux sociaux sont beaucoup là sur la découvrabilité. Et c'est vrai que en fait, l'abonnement, ce que tu disais, on reçoit beaucoup de mails. On a des fils Insta, LinkedIn qui sont... Et très culpabilisants. Voilà, et très culpabilisants. Donc, on n'a pas envie forcément de s'abonner aux gens. Ouais. T'as pas envie. Ouais. Tu vois. Donc, revenir dans un peu de douceur, je trouve. Oui, beaucoup de... Beaucoup de douceur, voilà. Oui. Et moi, dans tous mes mails que j'envoie, je dis, si tu veux te désabonner, mais je le prendrais pas mal. Genre, réabonne-toi quand c'est le bon moment pour toi, prends ce que tu as à apprendre sur cette newsletter. En fait, c'est le sans migraine, c'est aussi ça, tu vois. C'est pour ça que j'ai appelé ma marque Sans migraine. Viens, on se prend pas la tête. Tu t'aimes bien ce post, t'aimes plus ce que je fais, me suis plus, reviens plus tard, peut-être je ferai un truc qui te plaît mieux au moment où c'est important pour toi. Mais essayer de kidnapper les gens comme ça et de les faire rester, je pense pas que ça marche. Oui. Non, la coercition ne fonctionne pas. Dernière question sur cette partie justement création de contenu. Est-ce que, tu parles de répétition, de cohérence, c'est quelque chose qui va rentrer dans un agenda? Oui, tellement, parce que sinon, on sait très bien ce qui se passe si on ne le met pas dans l'agenda. Oui. Il y a toujours quelque chose de plus prio. Oui. En fait, dans la création de contenu, on dit que ce qui prône, c'est la régularité et la motivation, c'est des conneries. Hein. Ce qui prend le dessus, c'est la discipline. Okay. Et c'est la seule chose qui fera que tu tiens le long terme. C'est comme le sport. Oui, on a tous envie d'être super bien musclé, etc. Est-ce que c'est la motivation qui te fait lever dimanche matin à 9h ? C'est la discipline. Ouais. Et c'est pareil pour tes posts. Donc, discipline égale créneau bloqué dans l'agenda. Moi, tous les lundis matins, par exemple, je bloque. Ok, c'est mon créneau de galère d'admin, de trucs chiants à gérer quand on a une équipe ou quand on a des clients. Lundi après, création de contenu. Je m'autorise 2 jours par semaine sans aucun appel, sans aucun podcast, sans aucun rendez-vous, sans aucune... En fait, rien. Pas de créneau bloqué, si ce n'est le fait que je dois créer du contenu. Et c'est non négociable. C'est-à-dire que même demain, on me dit « Ouais, Amandine, je t'invite au meilleur événement ever. » C'est... Ah bah non, c'est dans mon jour non négociable. Oui. Je vais pas... En fait, c'est parce que si tu commences à dire oui aux petits imprévus ou tu cèdes aux petits faux mots, bah tu t'éloignes de tes objectifs. Et surtout, tu commences à remettre en question ta propre discipline. Tu vas t'épuiser. Tu vas commencer à finir à dire « cette semaine, j'ai pas eu le temps de faire ma création de contenu. » Donc, tu vas la faire sur des journées rallonges ou alors tu vas taper sur ton week-end plus d'une fois. Ou alors, tu vas taper très, très tard le soir parce que « ah, mais oui, mais j'ai eu cet appel, il était important, mais je pouvais pas louper cette opportunité. » On se raconte tous les histoires qu'on a envie pour faire passer à la trappe nos obligations tout ça, en création de contenu. Donc, oui, discipline, créneau bloqué. Et moi, j'ai vraiment j'ai des règles obligatoires. Genre, ok, bah, tous les mardis, chaque semaine, bloqué, bien sûr, si tu es en vacances, etc. Je fais preuve de douceur et de flexibilité envers moi. Mais l'idée, c'est en gros de m'imposer un peu une discipline de création de contenu, parce que sinon, tu ne t'y mets pas. Oui, c'est ça. Et ça passe à la trappe très vite. Et ça passe à la trappe. T'es en mode, hop là. Bah oui. Et après, tu te retrouves le lundi matin stressé, parce que tu n'as pas ta création de contenu pour la semaine. Donc, tu commences ta semaine déjà par du stress, un peu de discours interne négatif, en mode « putain, ça fait plusieurs fois, je suis pas capable de ci, nanana ». Donc, tu commences à ruminer. Et ça, engendrant ça, égale épuisement. Très, très bon conseil. Je reviens juste un cran avant. Un bon contenu qui transforme et qui amène du business, c'est quoi ? Contenu qui répond au problème de ta cible. Tout simplement. C'est quoi l'épine que tu peux lui enlever du pied ? Ok. Avec un call to action à la fin ? Pas toujours. Pas toujours. Parce que chercher à vendre tout le temps, c'est pas vendre mieux. Si c'est pertinent, moi je le fais. Tu vois, par exemple, je parle d'un post, j'ai précisément une formation qui traite ce sujet-là. Je propose à la personne de me laisser un petit commentaire et j'envoie le lien, tu vois. Ok. Mais il y a des fois où je mets aucun appel à l'action puisque mon contenu parle de lui-même. Mais si la personne a été intéressée, elle va juste aller voir mon profil et mes services. Mais vendre trop, après, tu peux te transformer un peu en forceur. Ouais. Et si tu passes dans la case forceur dans la tête de ta cible, t'es foutu. Ouais, t'es foutu.
franchement, t'es fou. Et puis c'est chiant, en vrai. Tout le monde essaie de nous vendre des choses tout le temps. Tout le temps. Et puis on n'aime pas en fait être non, forceur. Encore une fois, si quelqu'un a vraiment besoin de ton service et que tu fais du bon contenu, il sait où te trouver et il fera le chemin tout seul. Alors du coup, ça, c'est bien, ça répond à mon point d'après. Donc toi, tu as ouvert... Vraiment, c'est le meilleur podcast. Donc tu as ouvert ton agence récemment. Ouais. Tout ce que tu as construit au préalable te sert aujourd'hui. Tellement. C'est-à-dire que tu as ouvert ton agence, tu avais déjà tes clients, ils sont déjà venus, enfin ils sont venus tout de suite, comment ça s'est passé? En fait, du coup, comme j'étais en CDI et à côté, j'avais le SEO sans migraine qui commençait à se construire. Au début, je faisais que des formations, je faisais un peu de coaching, mais c'était essentiellement des choses en asynchrone. Je refusais beaucoup de clients. On me demande toujours, tu peux t'occuper? Je dis, mon CDI, mon temps freelance, ma vie, ça passe pas. Ouais. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix à un moment donné de me mettre à 100% sur mon projet et de commencer à construire ma liberté et bosser sur mes rêves et pas sur ceux des autres. En fait, c'était juste... pendant 3 ans, j'ai créé tellement de contenu que quand j'ai juste dit, hello, ça y est, j'ai une équipe et je peux accueillir plus de projets, j'accompagnerai pas tout le monde, c'est sûr, parce que j'ai aussi besoin de sens dans ce que je fais et dans les boîtes dans lesquelles j'accompagne. Mais c'est bon, j'ai les créneaux ouverts. Et en fait, j'étais choquée, mais vraiment de la vague de positivité. Tu vois, vraiment, quand je dis ombre et lumière, là, la lumière, elle a pris le dessus, tu vois. C'est-à-dire que j'ai fait ce post, je me rappelle de la tête de mon équipe en mode Amandine. Ils sont tous devant la porte. On peut pas gérer autant de demandes. On peut pas. Et moi, j'étais mais attendez, il y a tous ces gens qui veulent bosser avec nous. Et j'étais un peu... En gros, c'est comme si j'avais un peu récolté tout ce que j'avais un peu semé et que j'avais surtout réalisé ce que j'avais construit. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais pas vraiment réalisé ce que j'avais construit. Tout le monde me disait, mais Amandine, t'es la référence sur SEO. Je me dis, oui, si tu veux, ça me fait plaisir, mais... Enfin, moi, j'y croyais pas du tout, tu vois. Et un jour, je me suis vraiment posée, je me suis dit, ah oui, là, il y a quelqu'un qui est venu me voir pour me dire merci parce que ce poste-là, ça lui a permis de décrocher un job ou ça lui a permis de mieux se faire voir auprès de son patron ou alors ça leur a permis de débloquer ses premiers clients et tout. Je suis en mode, ah d'accord, ce que je fais, ça a de l'impact, c'est génial, c'est tout ce que je voulais. Et quand j'ai lancé l'agence et que j'ai fait ce fameux post pour dire, ok, vas-y, let's go, on vous accueille, l'engouement était tellement magnifique, ça m'a énormément stressée sur le coup, mais j'étais tellement reconnaissante. Et surtout, je pense que c'est comme si j'avais préparé depuis 3 ans le fait que j'allais monter ma boîte, sans le savoir. Sans le savoir. Du coup, j'avais déjà un peu mes clients idéaux. Je connaissais ma cible. Je savais exactement quel produit je devais faire et pourquoi. Et surtout, j'avais déjà les personnes de mon équipe, je les avais déjà en tête. Je savais déjà qui je voulais à mes côtés. Depuis longtemps, très longtemps. Parce qu'à chaque fois que je croise une personne qui m'inspire dans la vie, j'ai toujours ce fameux petit carnet. En fait, j'écris son prénom et je me dis, pourquoi pas un jour? Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, je sais pas dans quel contexte. Mais cette personne, j'aimerais partager à un moment donné un truc avec elle. Tu vois, hop. Et du coup, quand je me suis posé cette fameuse question de ok, je monte mon agence, alors qu'en plus, je me suis dit, Amandine, tu feras jamais d'agence SEO, c'est tous des bullshit. Après, je me suis dit, ouais, mais est-ce que le meilleur moyen de rendre encore plus accessible le SEO et de casser ce débat sur les agences, c'est pas d'ouvrir ton agence et de le faire différemment? Je t'en si, peut-être. J'ai juste pris ce carnet, j'ai regardé tous les prénoms que j'avais inscrits, et je me suis dit, voilà, j'ai déjà ma Dream Team en fait, donc c'est parti, on y va, je les appelle et on voit ce que ça donne. Ils ont tous lâché leur projet. Ils ont tous lâché leur projet, c'est fou. On me dit, Amandine, oui. Là, on est en train de monter notre boîte. On te rappelle dans une semaine, ça sera réglé. Je te dis, ok. Ah ouais. Okay. C'est canon. Canon. Genre, et puis tellement gratifiant. En fait, quand t'as une équipe qui croit en toi, qui dit, mais en fait, que ça marche ou pas, on s'en fout. On veut juste être à tes côtés. Ah ouais. Il n'y a pas meilleur moteur, tu vois. L'introverti en toi a dû être très, très, très heureuse. Ouais, très touchée. Très touchée. Et puis très, tu vois, à un moment donné, c'est toujours satisfaisant de te dire que le message que tu essayes de véhiculer depuis plusieurs années, il prend forme. J'ai toujours véhiculé le fait qu'on peut réussir différemment. On n'a pas besoin d'être un requin, d'écraser les autres, d'éclater ses concurrents et de dire plein de choses mauvaises sur eux pour réussir. On n'a pas besoin d'être, tu sais, ce cliché du manager ou du dirigeant qui est froid, qui n'est pas accessible et qui te dit quoi faire et qui est en mode... moi, j'ai 100 000 abonnés sur LinkedIn, en fait. Tu me dis pas bonjour. Non. Tu baisses les yeux quand tu je baisses les yeux quand je parle. Où est mon café? Il est froid. Tu peux totalement, en fait, rester toi, rester humain, rester accessible. Et ça peut fonctionner aussi pour toi. Et la plus belle, en fait, des récompenses que j'ai eues, c'est que les clients qui sont venus en me disant, mais Amandine, nous, on s'en fout, limite, du SEO, on veut juste bosser avec toi. On sait juste que, en fait, on sait que tu feras bien en SEO et tu nous feras du bon taf. On veut juste travailler avec toi et ton équipe.
il n'y a pas mieux en fait. Tu vois, genre, moi, c'était le rêve d'une vie qui s'est réalisé d'un coup. Je me suis dit, waouh, genre là, je suis libre, je peux bosser avec qui je veux, j'ai pas besoin de changer pour que ça marche. Mes clients m'acceptent comme je suis. Je m'engage, je prends une com un peu, je prends des axes où aussi je vais parler de mes valeurs, parler de mes engagements. Mes clients valident. Et même plus, presque les gens viennent bosser pour moi. Enfin, viennent bosser avec moi pour ça. Et les gens, j'ai pas besoin de recruter. Aujourd'hui, je sais que ce qui est fou, c'est qu'on a des demandes même pour bosser dans l'équipe tout le temps. En mode, mais est-ce que vous avez des postes en ce moment? Je fais pas de SEO, je m'en fous, j'apprendrai. Tu sais, il n'y a pas mieux en fait. Je pense que quand tu es aligné, je sais que c'est un mot qui peut paraître un peu flou parfois, moi qui a pu me paraître flou, mais quand tu es à la bonne place, au bon endroit et que tu fais ce que tu aimes, tout marche bien. Genre, il y a toujours des galères, c'est sûr, mais limite elles sont... c'est un petit caillou quoi, sur la route. Oui, c'est ça. Mais en fait, on en revient toujours à cette sincérité qui nous permet de nous construire et d'attirer en fait à nous les personnes avec qui on a envie de partager des moments, de bosser. Et je pense que cette sincérité, c'est important de s'y accrocher pour pas aussi... Il y a des gens, la visibilité, ça peut leur faire péter un boulard. Oui. L'argent aussi. Mais oui. Et d'un coup, ils peuvent drastiquement changer. Je me suis toujours promis que je ne serais pas cette personne-là. Et ça fait partie aussi, tu vois, un peu des non négociables. Je me dis, ok, non négociable, bah ça, et je veux être cette personne-là. Et l'entourage, tu vois, je leur ai dit, mais si un jour, mais ne serait-ce qu'à 0,01%, vous voyez que je me rapproche de ça, mettez-moi 2 claques. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir un bon entourage qui va aussi ramener un peu aussi sur terre quand ça va haut dans les rêves, en tout cas. Oui, en qui tu as assez confiance pour te dire que c'est bienveillant quand ils te disent là, attention. Attention, redescends. Ce qui fait qu'après, le recrutement, c'est le sujet qui fait le plus peur. Ah oui. C'est sûr. Oui, en effet. Moi, ce que j'adore dans ce que tu racontes, c'est que tu montres vraiment que voilà, on peut réussir sans trahir qui l'on est. J'ai une question. Je vais te poser une question. Cette question, sont des étudiants de Stanford qui l'ont posée à la CEO de Chanel, qui est une femme incroyable. Elle est indienne, elle s'appelle Lina Nair. Et elle a été... Chanel est allée la chercher. Elle n'a jamais été dans la mode, elle n'a jamais été dans ce milieu-là. Et elle est en train de révolutionner de manière hyper douce, justement, cette boîte. Et les étudiants lui ont posé cette question, donc je te pose aujourd'hui. Si la petite Amandine de 10 ans te regardait aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle voie et de quoi tu voudrais qu'elle soit fière? Je pense qu'elle a déjà tout eu. La petite Amandine de 10 ans, elle s'excusait d'être là. Ouais. Elle était terrifiée de tout et de tout le monde. Et surtout, elle se cachait. Elle voulait pas se mettre au milieu d'une pièce. Donc si elle me voyait aujourd'hui, oser prendre ma place sans avoir changé, tu sais, c'est vraiment cet amour profond pour la vie et pour les autres. Elle sera déjà très fière. Et puis je pense que c'est pour ça que je t'ai dit que, tu sais, des fois on dit c'est quoi ton rêve? Mais on oublie, c'est très bizarre de dire, en fait moi je suis en train de le vivre actuellement, donc c'est même bizarre à exprimer. T'es en mode, en fait je le vis là, donc je peux pas te dire c'est quoi l'étape d'après, je peux pas te dire c'est quoi l'étape d'avant, je suis juste dans le kiff. Et c'est un peu ça, je pense que la petite Amandine verrait son rêve en plein dedans. Ouais. C'est vrai qu'on a tendance à se projeter dans un rêve au lieu de le vivre, c'est dommage. C'est ça. Et je comprends parce qu'il y a aussi ce truc de toujours plus, aller plus loin, faut scale, faut aussi, ok, t'as fait ça, t'as révolutionné le SEO, maintenant c'est quoi la prochaine étape? C'est quand tu ouvres 3-4 agences en France? Oh les gars. Tout doux bijou. Moi déjà, je profite du kiff que je suis en train de vivre, et puis la suite, ce sera encore une fois une conséquence, mais pas un objectif. Je profite du moment présent. Ouais. Et ça fait du bien parce que ça peut aller très vite quand on monte une boîte, tu vois. T'as le recrutement, t'as les process, t'as ok, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais comment on accueille plus de monde? Ah, mais on n'est pas assez dans l'équipe. C'est aussi pour ça que je maîtrise ma croissance et que je recrute petit à petit et doucement. Et que j'ai pas fait le choix de recruter d'un coup 20-40 personnes et d'ouvrir 40 agences SEO partout. C'est parce que j'ai envie de profiter de ce que je fais et que j'ai pas envie de perdre le pourquoi. Ouais, toujours revenir c'est ça. Au pourquoi, évidemment. Le fameux pourquoi. Et la Amandine qui a
qui va appuyer sur le bouton publier pour la première fois il y a 5 ans, tu lui dis quoi aujourd'hui? Franchement, je lui dis bravo parce que quand je vois ce qu'elle a publié et que c'est passé. Et c'était quoi alors? Je pense qu'à l'époque, en plus, il n'y a pas longtemps, j'ai fait ce travail un peu de. Je voulais voir un peu comment j'avais évolué. Pour mes 100 000 abonnés, en gros, je fais un peu une rétrospective de mon compte. Ouais. Premier post, première photo de profil, première bannière, etc. Ça fait mal à voir. Hein. Ça fait mal à voir, c'est terrible. C'est beau de voir la progression. Oui, mais alors, je me dis, mais comment vous m'avez suivi avec ça? Genre, pourquoi? Genre, c'était vraiment... J'avais juste mis du bleu, j'avais mis SEO et l'outre, enfin... aucun travail, tu vois, tout ce que je viens de te dire sur le pourquoi et tout, il n'y avait rien qui était fait, mais ça a marché, bref. Des fois, quand ça doit le faire, c'est que ça le fait. Mais franchement, je lui dirais bravo, parce que ça fait trop peur d'appuyer sur publier. Et en plus, j'ai appuyé sur publier alors que je pensais que c'était un réseau pour trouver un job. Alors que j'en avais déjà. Franchement, merci pour ce culot, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Oui, et puis finalement, ce que tu dis, c'est que on n'a pas besoin d'avoir, pour commencer, quelque chose de complètement finalisé ou léché. Ou... Voilà, ça, c'est notre envie que tout soit bien fait très vite, tu vois. Oui. Mais étape par étape, tu vois, moi aussi, j'ai des choses qui me frustrent, tu vois. Je suis en mode, putain, j'ai tellement d'idées d'offres, tellement d'idées de ce que je peux faire de mon business. Mais j'ai déjà presque, tu sais, des fois, j'ai des pages de mon site, elles sont prêtes à être publiées, mais dans ma tête. Et je suis hyper frustrée parce que ça demande du temps de la mettre en place, etc. etc. Je me dis, mais en fait, chaque chose en son temps. Enfin, t'as l'idée, c'est cool, note-la, et puis tout se construit petit à petit. Le petit cahier, les fameux. Toujours le petit carnet, hein. Franchement, il est toujours là. Mais je comprends cette envie on a envie que tout soit prêt, tout soit déjà parfait. Mais en fait, lance et améliore. Fait est mieux que parfait. Tellement. C'est très dur. C'est très dur, mais lance et améliore après. Ouais. Genre, fais ma première formation SEO. Désolée aux gens qui l'ont acheté. D'ailleurs, après, je leur ai renvoyé mon dernier e-book, beaucoup plus travaillé, en disant, mais je suis désolée, pourquoi vous avez acheté ça? Mais merci en même temps d'avoir cru en moi. Tu vois, mais quand j'ai appuyé sur publier, je savais que c'était pas parfait. Tu vois, là, en ce moment, je suis sur un gros challenge. Je suis en train de faire ma première formation SEO vidéo qui s'appelle 360 SEO. Je vais parler de vraiment tout ce que j'ai appris en SEO depuis le jour 1. Je partage toutes mes méthodes. Je sais que quand je vais appuyer sur publier, je ne serai pas satisfaite parce que j'ai déjà des modules que je veux ajouter d'après. Et je me dis, ouais, mais si je parle de ça, il faut que je parle de ça. Et en fait, je me suis dit, mais Amandine, si à un moment donné, tu ne définis pas un minimum pour appuyer sur publier, tu ne vas jamais le faire. Et ta formation sortira dans 5 ans. Donc, appuie sur publier, rajoute les modules au fur et à mesure, améliore-toi avec les feedbacks. Oui. Et si tu n'appuies pas, en fait, si tu ne le fais pas, tu ne vas jamais le faire parce qu'il y aura toujours un truc. Ah, mais non, mais si j'ai pas ça, je me sentirai pas bien. Ah, mais on se sentira jamais 100% satisfait de ce qu'on a fait. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on est, on est chiant. On a envie que tout soit parfait. Et à la limite, ça permet aussi de garder le lien, de pouvoir publier des nouveaux d'améliorer et de prendre les feedbacks. Le nombre de fois, j'ai fait des formats, je les ai testés et puis finalement, j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas tant. Mais j'ai quand même appuyé sur publier pour voir ce qui se passait. Oui. Dans mes débuts sur Instagram, oh là là, les montages terribles que j'ai fait avec ma community manager Karine. Ouais. Mais même elle, je me suis dit mais merci d'avoir pris le temps de monter cette vidéo terrible. Mais j'ai appuyé sur publier et c'est pas grave, tu vois. Je me dis mais c'est pas grave si je me ridiculise. Genre on a tous commencé quelque part avec un premier post, avec un premier format, un premier flop, un premier succès. Et chaque fois que j'appuie sur publier, même aujourd'hui avec une belle communauté, je suis consciente que ça peut ne pas marcher. Oui. Et c'est ok. Et c'est pas grave. Bah, c'est ok parce qu'en fait, dans 2 semaines, est-ce que quelqu'un s'en souviendra? Bah non, même le lendemain. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Allez, au pire, t'auras quelques petits jaloux qui se diront non, elle a fait moins de likes que d'habitude. Ça me réconforte. Voilà. Au pire, tu vois, et quand bien même si ça leur fait du bien de se dire ça, ils passeront une meilleure journée, je suis très contente pour eux, tu vois. Mais juste, faut le faire. Ouais. Et il faut arrêter de se foutre la pression. Oui, c'est ça surtout. Et du coup, être bien organisé, comme tu disais. Discipline. Si on veut bien discipliné. Tenir long terme, c'est pas la motivation, c'est la discipline. Très, très bon conseil. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? T'en as posé des très bonnes. Hein. On a couvert on a couvert un très large sujet. Hein. Donc, non, puis je me dis que sinon, tu l'aurais posé. Oh là là, merci. Merci beaucoup. Bah, écoute, c'est la fin de cette conversation. Merci infiniment. Pour ce moment. Parce que c'était vraiment un super moment. J'ai adoré. Je retiens vraiment que, tu vois, être visible, ça ne veut pas dire... c'est pas se traverser, ça veut pas être... C'est pas être...
invincible, c'est avoir les bonnes limites, le bon mindset. Et ça, c'est hyper important de faire tout ça pour ne pas se perdre, parce qu'on a trop tendance à se perdre. Donc j'ai vraiment adoré. Je profite de cet épisode aussi pour vous dire que je vais lancer une newsletter. Alors du coup, je vais écouter tes conseils. Donc elle ne sera pas hebdomadaire, je pense bimensuelle. Ça va s'appeler l'effet néo-papillon. Et donc, c'est vraiment dédié à celles et ceux qui veulent franchir le pas, qui veulent comprendre toutes les étapes, oser se lancer, dépasser tous ces moments de doute, parce qu'on doute beaucoup, trop. Il faut qu'on se fasse confiance. Donc, c'est vraiment un outil pour oser écrire, oser parler, oser exister, sans demander la permission, parce que moi, j'aime pas du tout demander les permissions, et je trouve qu'on n'a pas besoin de le faire. Voilà. Et donc, il y a un lien de préinscription. Où je parle là. Il y a un lien de préinscription, c'est sur tous mes réseaux sociaux, et je vais vous le mettre aussi dans le descriptif de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci encore, Amandine, c'était un moment génial, j'ai adoré. Et à bientôt. À très vite. Salut.